Comment vas-tu ? Comment je vais super bien. Tu vas super bien ? Ouais, je viens d'accoucher du numéro 3 de ce triptyque et de ce périple. Ça a été dur ? Ça a été dur en termes de temps, parce qu'on a fait le tour de France, on était dans des concerts, dans des salles, dans des festivals, et dans les jours de repos, il fallait aller au studio et faire des choses avant de repartir. Et donc, on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de jours pour le faire. Donc, à ce niveau-là, ça a été difficile. Et puis, il y avait quelque chose quand même qui est extraordinaire, c'est la motivation des concerts qui ensuite arrivent dans le studio, parce qu'on arrive avec une joie, une banane. Alors, on va dire que ça a été... Bon, non, ça a été assez facile, mais à cause de la joie de tourner à droite à gauche. Ouais. Mais est-ce que c'est... Parce que j'avais lu une interview de toi, il y a quelques années, où tu disais justement que à l'époque, quand tu commençais sur les premiers albums, il y avait quand même quelque chose, soit dans ton écriture, tu sais, où tu aimais bien apprendre des choses aux gens, tu sais, en tout cas, mettre des mots, ou aller faire tes recherches et les remettre dans ta musique, et que c'était plus compliqué pour toi aujourd'hui parce qu'il y avait Internet et globalement, tout le monde avait un peu accès aux mêmes infos, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant pour trouver de l'inspiration, surtout que tu as déjà écrit beaucoup de morceaux, ou est-ce que quand tu dis que c'est facile, non, ça devient encore facilement, justement ? Tu as entièrement raison. Là, sur ce terrain, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on a fait beaucoup de morceaux. Avant, je me considérais un peu comme un donneur de conseils pour que les gens aient des bons chemins de vie. Et là, chaque actualité, chaque chose, les gens sont trop au courant. Un, ils ont tout le rap du monde. Deux, ils ont Twitch, Twitter, TikTok, Wikipédia, des intelligences artificielles. Ils posent une question, ils ont une réponse. Et bien donc, en 2024 et 2025 et dans l'avenir, je ne serai plus le gars qui va donner des bons conseils. Tu peux plus être cette personne ? Ah ouais, non, c'est fini, c'est fini. J'apprends même chez les autres rappeurs. Il y a des rappeurs congolais, j'apprends un peu des choses sur les situations. Non, ça y est. Ce rôle En fait, quand je faisais ça à l'époque, c'était pour pas qu'on caricature les premiers rappeurs en disant que c'est juste casquette, basket, pas grand-chose dans la tête, comme disait Ayam à l'époque. Oui, t'avais ça en tête, toi, justement, de vouloir un peu contrecarrer les clichés sur les rappeurs, en fait. Ouais, c'était ça au début. Mais aujourd'hui, non, même depuis 15 ans, chacun est autonome, les gens ils sont grands, créatifs, donc il n'y a plus besoin. Et puis il n'y a plus besoin puisque le rap, il va de 7 à 77 ans aujourd'hui. Donc c'est quoi ton rôle aujourd'hui alors ? Alors mon rôle aujourd'hui... En tant que rappeur, est-ce que tu y vois un rôle ou juste tu fais ça pour t'amuser peut-être ? Oui, je fais cette année je fais ça pour m'amuser parce qu'il y a les concerts. Mais sinon on va dire que j'étais un combattant du début. Ensuite, on a gagné quelques victoires. Quelques victoires, je parle pour le rap. Ouais. Et puis, mais je suis pas encore un vétéran parce que j'ai encore du jus. Voilà, je me considère comme... parce que les rappeurs, ils doivent pas dire retraité, il faut dire vétéran. Il faut dire vétéran, parce que pour beaucoup, quand je vois là dans le Val-de-Marne ou dans le 93, ça a été dur. Donc quoi qu'il en soit, ils seront jamais retraités, ce seront des vétérans. Je crois que j'ai une utilité parce que j'ai réussi à trouver quand même des chemins de choses que j'ai jamais fait auparavant. Et là, j'ai ouvert à des featuring, j'ai croisé Benjamin Epps, on a eu une idée assez farfelue, mais on y est allé. Faire l'histoire de la révolution industrielle et en lien avec l'époque d'aujourd'hui. Oui, chaque fois que je trouverai des chemins de choses que j'ai pas faites ou bien qui n'ont pas été faites, il y aura toujours ce truc jubilatoire. Justement, tu cites Benjamin Epps, il t'avait invité sur son dernier album, La Grande Désillusion. Toi, tu le réinvites là sur ce projet. Et c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui a souvent été peut-être un peu catalogué, mais je pense qu'il a aussi incarné ça, tu sais, le côté un peu rappeur boom bap à l'ancienne même. Je pense qu'il revendiquait un peu quelque chose comme ça, même si on sait qu'il sait faire plus de choses, mais en tout cas, il a un peu incarné ça, un moment dans le rap français. Qu'est-ce qui a fait que toi, ça a aussi bien collé avec lui ? Vous avez fait 2 morceaux, et finalement, dans ta carrière, il n'y a pas tant de rappeurs que ça avec qui tu as fait 2 morceaux. À part les gens très très proches, bien sûr, de toi, qui ont fait partie de ton collectif, mais sinon... C'est parce que quand je l'ai vu, une fois je l'ai vu faire une prestation, c'était un gars qui était là, et puis il est monté sur scène, comme ça, et il m'a fait penser à Biggie, et puis il m'a fait penser aussi aux belles années du hip-hop français, quand il y avait des voix aiguës, et puis j'ai demandé, mais c'est qui lui ? On m'a dit, c'est Benjamin Epps. Bon, je suis allé écouter tous ses projets ensuite, mais c'est la première fois que je l'ai vu sur scène, il m'a rappelé des grands souvenirs de gens que j'aimais bien. Moi, j'aimais bien Biggie, j'aimais bien... c'était l'époque du rap new-yorkais, et il m'a rappelé ça. Et puis une fois, il y a un gars, pareil, à Marseille, qui s'appelle Graya, à l'époque où il faisait un peu de new-yorkais, j'ai dit... Tu vois, des fois, c'est les... Et puis, je l'ai croisé, on s'est donné un rendez-vous,
Et ben en fait, c'est un gars, il fait hautain dans la musique. Ouais. Et puis il y a aussi un côté qui est entièrement normal. C'est lui qui a eu l'idée de, hop là, bénédiction, pourquoi pas. Et c'est un thème qui est très africain, il est gabonais. Ouais. C'est un thème qui est très africain. Les bénédictions, c'est très 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 important. Et en même temps, il n'a pas donné de chemin. On va appeler ça bénédiction, et puis chacun va faire sa partie. Okay. Bon, c'est un dosé du rap quand même. Chaque fois que j'écoute ces morceaux, il y a au moins 6 références dans chaque titre, sur des disques que des plus de 35 ans avaient quand ils étaient jeunes. Ouais, justement, quand tu sais, comment tu fonctionnes, toi, quand tu es en studio comme ça, avec des gens plus jeunes, parce que tu dis, c'est lui qui a trouvé le titre, etc. Est-ce que tu peux accepter de te laisser embarquer, justement, dans l'univers ou par l'idée de l'autre, parce qu'on pourrait se dire, toi, avec ton bagage, ta carrière, tu pourrais ne pas faire ça. Ouais. Est-ce que, justement, tu te laisses embarquer? Ah oui, à 100%. Tu sais, la bêtise des gens, ou même de moi, certainement, mais c'est quand on a des certitudes. Ça veut dire que si on a une certitude, on voit pas l'évolution de la société, quoi. On voit pas l'évolution de la musique. Ouais. Donc, quand j'ai la chance de croiser quelqu'un qui est plus jeune que moi, je le laisse être le dirigeant. Moi, je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Stéphane de Ragassonic qui m'avait dit « Je rappe, je m'adapte à la cadence. Je rappe, je m'adapte à la cadence. » Et non, là, c'est... Bon, on a fait une musique, Stani a fait une musique... C'était déjà le tournant de certains morceaux de Benjamin, le grand orchestre, soul. Ouais, tout à fait. Il faut se faire guider, de moi-même, j'irai pas dans les nouvelles vagues. Et s'il y a quelqu'un qui peut être le vecteur, c'est super. Bon, là, on a fait un morceau classique ensemble. Oui. Mais oui, en tout cas pour moi, bien sûr, la musique, c'est des échanges, c'est de l'ouverture. Et puis d'abord, si je fais pas ça, je suis mort. Hein. C'est simple. Je suis obligé de trouver des rappeurs plus jeunes que moi parce que je suis un des plus vieux, tu vois. Non, mais c'est vrai que par contre, mine de rien, là sur ce projet-là, on retrouve Benjamin Epps, Joker, les gens d'industrie avec Chrono qui rappe, etc. C'est un des projets où tu as le plus de collaborations, déjà tout court, et en plus avec des artistes plus jeunes que toi. Parce que t'as encore plus ouvert la porte à ça sur ce projet-là, je trouve. Ouais, c'est pour moi avoir de l'oxygène, anticiper peut-être des futurs morceaux avec de l'évolution musicale, avec des risques, quoi. Il faut prendre des risques. En réalité, moi, j'aime tout le rap. Quand la trap, elle arrive, j'aime. Quand la drill, elle arrive, j'aime. Quand le style anglais, il arrive, en fait, j'aime. Mais quand je rencontre des producers, ils font la musique de la façon dont ils te voient. Que t'aimes que New York, en fait, toi. Ou ils t'ont vu. Ouais. Et donc, si on fait une translation centrale avec les souvenirs d'enfance, il y a le souvenir d'enfance, il y a le gars qui fait le son, et il te renvoie un souvenir d'enfance. Et alors, il faut casser ça. Mais en plus, bon, on va pas te répéter, parce qu'on avait déjà parlé quand tu étais venu ici, mais on avait notamment beaucoup parlé de toi, de votre même amour, je crois, à l'époque pour les Ghetto Boys, tu vois, alors que je pense que tout le monde pensait que MC Solar c'était uniquement la Native Tongue, etc. Alors que oui, c'était ça, mais c'était aussi Scarface, etc. Et bon, on avait déjà parlé, mais c'est vrai que c'est important de rappeler que oui, tu n'es pas uniquement le produit d'un certain son new-yorkais. En plus, on t'a vu avec Gangstar, etc. Donc je pense que les gens parfois on peut te résumer à ça, en fait. Ouais, c'est sûr. J'ai l'image et c'est normal. J'ai l'image de choses qui ont été mises en avant et que j'en suis très fier. Obsolète, Solar Pleur, je sais pas, c'est aussi. Mais en fait, moi, j'aime je connais le rap depuis à peu près le début. Et oui, et puis en même temps, c'était pas moi le Ghetto Boy, hein. C'était Démocrate. Oui, c'était Mickey Mossman et Blackjack. C'était eux. C'était eux les Ghetto Boys, mais t'écoutais ça, bien sûr, mais c'est même pas, c'est une inspiration essentielle. C'était bien écrit, c'était des films, c'était scénarisé. Il y avait plan 1, plan 2, plan 3, des lieux différents, et pourtant on appelait ça le gangsta rap. Si on les réécoute aujourd'hui, on va se rendre compte que c'était extraordinaire. Mais j'aimais tout le rap. Tout le rap. Je crois que les premières générations, jusqu'à l'an 2000, ils devaient aimer tout ce qu'ils avaient parce que, c'est bien ça, ça c'est bien, ça c'est bien. Parce que c'était encore les débuts. Ouais, bien sûr. Juste parce que j'ai cité Gangstar, et en préparant l'interview, j'ai vu une info, je crois que je la connaissais pas, ou alors je suis passé à côté, ou je l'ai oublié, c'est qu'il y a eu une tournée commune qui a été avortée avec Gangstar. C'est vrai ça? À un moment, vous étiez censé partir en tournée commune, ou toi et Gourou?
Alors celle-là, moi je l'ai entendue Ok, mais c'est à un peut-être pas moment vrai. donné, et effectivement ça a été vrai. Ok. Et alors je vais expliquer parce que sinon il y aura une fake news. D'accord. Alors, je me rappelle que j'étais dans un pays de l'Est, très loin, et je reçois un coup de téléphone, on me dit tu joues à tel endroit. Je dis mais c'est quoi cette histoire, c'est pas possible. Je suis dans les pays de l'Est, à côté de, je sais plus, en Géorgie. Bon, et en fait, il y a un DJ qui s'est appelé Solar. Ah oui, bien sûr. Et donc, souvent, ces dates-là, qui avaient lieu aux États-Unis, en Europe, en France et ailleurs, bah, c'était effectivement Solar, sauf que c'était un autre, c'était DJ Solar, avec un seul A. Tout à fait. Et donc, ce DJ Solar était très, très, très malin. Euh, Et moi, j'ai des potes à moi qui étaient devant la salle et qui me demandaient, bon, on se voit après. Ben non, j'étais pas là, je crois. Ah, d'accord. Mais donc rien à voir avec le Solar qui a produit pour Gourou. Si, c'était lui. C'est lui. C'était D'accord, lui. ok. Ouais. Bah, j'ai quand même, je me suis quand même renseigné à cette époque-là. Donc c'est bien lui, oui, qui produit sur les derniers projets de Gourou, ok. Ouais. Ah ouais, ok. Pas mal. Et tu penses qu'il a pris ce nom-là par rapport à toi? Oh non, je crois pas. Ok. Solar, ça a dû exister avant. Oui, non, mais je me posais la question, comme il y avait un lien entre toi et Gourou Ah ouais. avant lui, mais bon. Mais ça a semé une confusion dans un verre d'eau. Même les très proches, ils me disaient fabuleux. Ouais, tu pars en tournée avec Gourou. Ça aurait été bien. Je suis allé le voir quelques fois en Hollande. J'ai vu en fait. Des fois, j'allais dans des pays avec d'autres, juste pour les voir, hein, même pas pour aller check après, Ouais, quoi. ouais, juste. Pour le fun, quoi. Ouais, ouais. Il y a un morceau sur le nouveau projet qui s'appelle Maître de cérémonie, Mhm. où justement tu dis d'ailleurs que tu n'es pas nostalgique, mais que tu partages des souvenirs qui te reviennent aujourd'hui. Il n'y a jamais de nostalgie, toi, sur le passé, sur, je veux dire, les belles années. Non pas que les années actuelles soient pas belles, mais tu Mhm. sais, c'est un peu humain, on a toujours tendance parfois à idéaliser des moments, Ouais. tu sais, certains succès, certains moments de vie, tu sais. Ouais. T'as jamais ça, toi? T'es pas touché par ce syndrome-là qui est la nostalgie, qu'on est beaucoup, enfin, tu vois, qu'on peut tous ressentir à un moment. Ah non, je suis pas touché. Alors peut-être la période pré-musique, mais c'était quand même le bordel. Hein. Tu sais, il y a plein de gens que je vois, c'est des producteurs, c'est des rappeurs, c'est des mecs qui font du raga, c'est des... Bon, quelquefois, quand on est deux, trois à se croiser, on dit ouais, c'était bien, mais en fait, c'était pas bien. Hein. Ouais, toi, t'es lucide là-dessus. Ah ouais, il y avait pas Uber, qui soulevait les trucs. C'est ça qui fait que c'est mieux, c'est Uber. On était à pied dans des gares jusqu'à attendre le premier truc. Il y avait du monde. Bon, c'était toujours à la limite du danger potentiel parce que les fans de hip-hop des premières heures venaient pour être proches de la chose de toute la France. Donc, ils étaient là en lot. Bon, il n'y a rien eu de spécial, mais c'était pas... Ouais, bon, c'était peut-être ça qu'on aimait, quoi. Le côté, ouais, le style fugueur. Aller le mardi au Globo. Mais ça te manque pas? Oh, non, ça me manque pas. Pour trouver ça, à un moment donné, on partait un peu plus loin, en Angleterre, ou à un moment donné en Autriche, ou à un moment donné en Hollande. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'on voulait retrouver la vibe, parce qu'on arrive, on arrive inconnu. Oui. Donc on peut tenter de faire du up rock ou je sais pas quoi, tu vois. Là, le faire en région parisienne, se lâcher, ou à Bordeaux ou à Marseille, tu te dis, ouais, non, on peut pas se lâcher. Non, tu peux pas. Est-ce que ça t'a manqué, ça? Justement, le fait, la notoriété, le fait de pas pouvoir être complètement toi-même dans des endroits, en soirée, en club, j'en sais rien, dans ce genre de choses. Ben moi, en club, j'allais toujours côté bar, tu sais, à l'endroit où il y a normalement le RG, là, tu vois. Où il est là, où il est au milieu de la salle, comme ça on le remarque pas, c'est ce qu'on m'avait dit. En train de danser, si possible. J'ai toujours été observateur, même dans tous ces endroits-là. J'ai toujours été observateur. Je regarde le DJ. Puis, c'est vrai que des fois, j'ai envie de faire l'ethnologue, hein, d'aller dans les endroits. Ouais, c'est vrai que ça me manque. C'est bien d'être discret, pas trop connu, profiter de la vibe, en tirer son analyse, pas être influencé, que les gens ils te disent quelque chose que tu vas savoir déjà parce qu'ils t'ont reconnu. Oui, ça peut manquer, mais ça doit manquer aussi aux grandes stars d'aujourd'hui, les SCH, les Damso, les B2O, les machins. C'est-à-dire que... Puis tous les autres, quoi. C'est-à-dire que... Bon, moi, ça me manque parce que j'aime la discrétion. 11e commandement, tu te mets quelque part et ça se trouve, ça va être 5 mois après qu'on va te dire bah, tu ressembles un peu. Bah oui, c'est moi. Alors, permets-moi de raconter une anecdote qui, je trouve, raconte bien, pour moi en tout cas, l'image que je me fais de toi, en fait.
je sais pas si tu t'en souviens, mais une fois, je suis vers Pigalle, je suis en train de partager un moment en terrasse avec des amis. Tu passes, c'est pas ce que tu faisais là-bas, mais tu passes, tu marchais tout seul et tu me reconnais. Et du coup, tu viens gentiment me saluer, me dire bonjour. Tu t'installes quelques minutes avec moi et mes amis. Tu prends, je crois, un Perrier, j'en sais rien, bref, un truc comme ça. Puis on parle rapidement. Les gens sont un peu choqués. Putain, c'est vraiment un petit Solar qui est là. Et puis tu pars, parce que tu avais quelque chose à faire. Et le serveur vient me voir et il me dit c'est votre ami Claude qui a tout réglé. Oh, bien. Et je me suis dit, mais alors... c'est une anecdote à la Bill Murray pour moi. Ça, tu vois. Et voilà, il y avait un côté un peu à la fois dandy, en même temps discret de toi qui juste se balade dans Paris et venait payer des verres des gens que tu connais pas, tu vois. Et j'avais trouvé ça incroyable. Ah bah écoute, est-ce que ça te ressemble? Est-ce que si tu fais ça régulièrement, c'était exceptionnel? Oui, non, ça je peux le faire, tu vois, je peux le faire. Mais là, je vais te le dire honnêtement, il m'a dit, avec ta carte, tu peux pas dépasser... c'est pas vrai. Hein. Bah non, c'est un endroit où je vais régulièrement, donc d'habitude, j'ai, comment on appelle ça, une ardoise potentielle sur la table numéro 16. Ok, très bien. Il y a, on parlait un peu des évolutions, etc. Il y a un morceau qui s'appelle IA, intelligence artificielle, sur le projet. Et tu sais, il y a ça, évidemment, les IA, ça génère beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, même de peur parfois. Et même y compris dans la musique, tu sais, où en fait on voit que genre, une IA pourrait faire un morceau d'MC Solar à ta place et des gens s'y méprendraient. Ça a déjà été le cas avec les voix, là. Exactement, avec plusieurs artistes. Comment tu vois ça? Toi qui, justement, a commencé à une époque où on était évidemment loin d'imaginer que ça pouvait exister. Maintenant, ça existe et c'est bel et bien réel. Comment tu vois ce genre d'évolution? Alors, ce genre d'évolution, alors je me place en tant qu'artiste, créateur, du gars qui va pétrir de la pâte, qui va mettre des mots, le DJ qui va sentir une vibe, ça va le faire vibrer, puis il va mettre telle basse. Ça, parce que l'IA, elle a une puissance incroyable. Hein. On m'a fait des démonstrations, les mecs, ils ont mis des mots dans l'IA, ils ont dit faites ça avec tel refrain, et t'entends une chanson de R&B super bien faite. Ouais, c'est ça qui est terrible, qui est fou. Et ben je dis, c'est un grand danger pour les créateurs. Tous ces gens qu'on a croisés, qui un jour te téléphonent, disent j'ai fait un morceau parce qu'il y avait un bruit de cuillère, il y a eu ceci, cela. Non. Mais franchement, c'est fort. C'est-à-dire que moi, je suis en 2020, janvier 2025, imagine. Je veux me lancer dans la musique, je veux devenir le DJ premier du truc. J'irais faire un petit tour dans l'IA quand même. Hein. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà sorti ces choses-là, mais moi, j'ai été vraiment épaté par la puissance de ces intelligences artificielles où tu mets des voix... Alors, je ne vais pas être pour ou contre, parce que sinon, il y aura le débat sur l'autotune, après le débat sur ceci. Ouais, mais c'est pas exactement parce que Alors, je ne veux pas non plus passer pour un vieux con, mais avec l'autotune, tu peux créer toi avec l'autotune. C'est pas quelqu'un qui crée à ta place. Alors, c'est un outil, etc. Et peut-être que l'IA, ça va être un outil et que les gens vont l'utiliser comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça peut... Enfin, moi, j'ai écouté des morceaux de Jay-Z sur... Je crois qu'il y avait un Jay-Z sur New York State of Mind de Nas, j'avais l'impression. Et j'étais presque content de l'écouter parce que ça me faisait un nouveau morceau de Jay-Z à écouter, alors qu'il n'a rien à voir avec. C'est assez troublant, en fait. Ça fait peur, ça fait peur. Alors moi, au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je vais pouvoir enfin rapper avec la voix de Jay-Z. En français. Tu vois, j'ai cherché un point positif. Ouais. Mais même pour ceux qui écrivent, hein, c'était vraiment la démonstration que j'ai vue, c'était le vrai morceau de R&B avec les go trip, avec le... Oui, c'est crédible. Ouais, c'est très crédible. Alors, pour la DAMI, la SACEM, les droits d'auteur, et puis des gens qui aiment la musique, tu vois, qui ont grandi avec, essayez de vous prenez la technologie toujours pour en faire ce que vous voulez, mais ne vous laissez pas dépasser. Ouais. Je voulais aussi, parce que là on parle un peu, tu sais, de technologie, et récemment, on le voit dedans d'ailleurs, il y a un documentaire sur DJ Mehdi qui est sorti, et qui raconte son histoire, et comment justement lui arrivait aussi à capter un peu les dernières innovations, à les retranscrire dans sa musique, à faire le pont entre différents genres. Et dans ce documentaire-là, on le savait déjà, mais en tout cas, je pense que ça l'inscrit à l'écran le rôle que tu as joué dans sa carrière, même si vous n'avez pas fait 10 000 morceaux ensemble, mais vous en avez fait quand même, et aussi le lien que tu as pu créer entre lui et Cassius, et donc finalement après ce qui va enclencher quelque chose dans sa carrière. Donc c'est sur l'album Paradisiaque, et on comprend que c'est toi en fait qui a l'idée d'appeler ce jeune producteur qui commence
à faire parler de lui dans le rap avec Ideal J, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ce documentaire-là et l'histoire de Mehdi qui est racontée comme ça? Il fallait rendre à Mehdi ce qui appartient à Mehdi, parce que sinon, les gens allaient peut-être pas connaître ce personnage extraordinaire, quoi. Voilà, ce jeune qui a fait des belles choses. Et puis le documentaire, il est bien fait, hein, parce que il était chez les plus hardcore de chez hardcore dans le truc, et il était à fond là-dedans. Il avait des connaissances d'avant, des disques et des vinyles d'avant. Quand j'en parle à Cassius et à Hubert, évidemment ils le connaissent parce qu'il fait du bruit et tout. Je trouve que c'est bien la France qu'on raconte ce qu'il a fait. Moi, la première fois que j'en entends parler, c'est il faut trouver un DJ parce que eux ils ont tel âge, et puis il y a dans tel endroit une école de DJ, il y a un gars qui a tel âge, etc. Et puis ensuite on le voit, et puis on voit le sourire. Le personnage. Chaque fois qu'on écoute ses prods, on dit oh là là, le salaud, c'est bien, quoi. C'est bien parce que ça articule avec le monde actuel déjà à l'époque. Et puis des racines du passé. Ouais, tout à fait. Et c'est mortel, ta transition, tu l'as mis avec la technologie, mais c'était déjà ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait le savoir ancestral de tout le monde, et avec les gens avec qui il a bossé tous, il leur a apporté le présent et l'avenir. Mais j'y suis pas pour 100 000, j'avais toujours eu... À chaque fois qu'on se croisait, c'est « Oh putain, mais quand est-ce qu'on fera un morceau ensemble quand même ?» Et puis, toujours très content pour tous les gens qui ont bossé avec lui, pour les albums géniaux. Et il y est pour beaucoup. Et puis le mixeur aussi, qui savait faire... Non, c'était une belle équipe. Vous avez travaillé ensemble sur Paradisiaque. Et comment tu regardes cet album-là? Parce qu'on a beaucoup parlé, notamment, il y a 3 ans, quand ils ont été rendus disponibles, de Qui sème le vent récolte le tempo et de Pros Combat, qui est souvent vu comme ton plus grand album et un des plus grands albums de l'histoire du rap français. Moi, je trouve que Paradisiaque, il est un peu, je ne vais pas dire mal aimé, mais un peu. Parce que moi, en tout cas, je trouve qu'il est rarement cité comme un de tes meilleurs albums. Moi, je l'adore. J'adore les prods de cet album. Ouais. J'adore le single. Enfin, Les Temps changent, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Bref, j'aime les prods, j'aime le truc très chaud qu'il y a dans les prods de cet album-là, etc. Et j'ai l'impression qu'il est presque vu, tu sais, parfois, complètement à tort, à mon avis, comme un album un peu commercial, comme on disait à l'époque, que c'est plus le MC Soul, alors que pour moi, c'est vraiment une évolution des 2 albums précédents. Comment tu vois cet album-là? Est-ce que tu comprends les critiques qui peuvent être faites? Je comprends totalement. Alors, c'est une évolution quand même, parce que quand je le réécoute aujourd'hui, je dis, oh putain, ouais. En fait, la différence majeure qu'il y a dans celui-là, c'est qu'il manquait quelqu'un qui est parti, c'était le Jimmy J. Oui. Et donc, parce que c'est une alchimie, quoi. Il faut de la farine, du sucre, du beurre et du lait. Si le sucre s'en va, ou bien on peut le dire que c'est la farine, oui. Et ça, c'est pas la même chose. Donc il est beaucoup plus soul, beaucoup plus musical, beaucoup moins, comment on appelle ça, la période, beaucoup moins hip-hop de cette époque-là, mais il préfigure quelque chose. Avec le temps, oh là là, il y avait des morceaux qui étaient, comment on appelle ça, de la house illico presto. Mais on était dans une période, tu sais, il y a le second album. Oui. On était un peu mal aimé ou bien aimé, on ne sait pas. Il manquait peut-être 20% de Jimmy J pour faire le lien entre le Pros Combat et le Paradisiaque. Mais aujourd'hui, est-ce que tu l'aimes, cet album? Oh bah oui. Ouais. Oh là là, il y a des choses dedans. Oh là là. Parce que c'était une période où il y avait aussi des messages à balancer. Le message de l'ange. Oh là 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 là. Si, j'aime bien. Les temps changent, Paradisiaque. Tournicota. Oh là là, mon seul morceau pseudo West Coast. Je me voyais en Snoop Dogg français. et j'arrive à rebondir. Il nous a manqué le Jimmy sur cet album. Et puis, donc, on a fait... et puis, en plus, c'est long, hein. Et ben, on a quand même réussi à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Jimmy J, vous vous êtes reparlé? Oui, ça va. Parce qu'on sait qu'il vous êtes... il y a un moment de rupture, ce qui arrive dans la musique, dans le travail, dans plein de choses. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé ça.
Ah, en fait, il n'y a pas eu de heurt, hein. C'est Ok. juste une séparation, tu vois, hop là, c'est comme si quelqu'un il part au Real, l'autre il part au Barça. Ok. On fait, oh salut, on joue au même jeu, mais pas dans le même club. Ok. Non, il n'y a pas eu de clash. La réalité, c'est qu'il avait beaucoup de choses à faire et moins de temps. Ouais. Je dirais, il a produit 6 ou 10 albums Bien sûr. en 2 ans, quoi. Ici, il est pas loin, petit coup de téléphone, Ok. on se voit. Salut, ça va, ouais, qu'est-ce que tu fais? T'as quoi comme 11? Hop, ouais, ok, tu vois. Ok. Justement, sur ce dernier projet qui est en 3 parties, on l'a même pas dit, mais je pense que les gens le savent, c'est déjà Ouais. sorti 2 parties. Là, c'est la 3e qui sortira. Il y a plusieurs nouveaux producteurs qui sont là en tout cas depuis quelques années. Il y en a avec qui tu travailles depuis longtemps, et puis aussi des noms qui sont, on va dire, imposés sur la dernière décennie, comme CHI, comme Danny Sainté, avec qui tu as travaillé aussi. Il y a avec Medellin, etc. Comment tu choisis les gens avec qui tu vas bosser, justement, ces nouvelles têtes, même si elles sont identifiées et que Danny Sainté, par exemple, il a fait beaucoup de choses, mais comment toi tu décides d'aller travailler avec eux? Alors, c'est le son qui parle. Okay. Ouais. C'est qu'on t'envoie des choses ou c'est toi qui vas vers eux, qui les démarche, ça dépend? Non, on m'envoie. Je me suis dit, je vais faire comme beaucoup de rappeurs, c'est écouter du son, et puis celui-là j'aime bien, ou bien aller au studio et le faire un son en express. Alors, et puis, j'essaye de dire, ne faites pas comme vous me voyez, hein, faites comme vous avez envie de faire. Et là, je reçois pas beaucoup. Et si possible, je veux pas des palettes, parce que les gens ils aiment bien dire ouais, on a des palettes, on a des lots, on a des stocks. Je dis mettez-en 3 ou 4. Et puis là-dedans, je choisis. J'avais pas beaucoup de temps pour choisir, et donc je demande qu'on concentre le meilleur 3 ou 4. Et puis ça me donne une idée. Là, ça me donne une idée. Ouais, c'est comme ça que je fais. Et puis bon, je regarde un peu ce qu'ils ont fait. Je me dis mais punaise, il y a des gens partout, quoi. La France est au niveau, quoi. La France est au... Et puis, le fait de travailler avec quelqu'un qu'on connaissait peu, il y a un échange. Salut, t'es de quelle ville? Ouais, je suis de Suresnes. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, t'es le cousin d'un... Ah merde, putain. Ouais. Oh. Et tu sais quel ton tu dois avoir. Et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Avec notre discussion, on aura autre chose. J'ai fait un morceau avec les gens d'industrie. Ouais. C'est un morceau qui est fait express, sur place. Toi aussi, t'en as fait un. Express. Il est moins bon que le tien. Et je crois qu'on a fait... on a pris les choses qu'on a vues dans notre environnement sur le moment présent pour faire le morceau. Alors, c'est peut-être ça le plus. C'est que t'as quelque chose que t'as aimé et puis t'as le ressenti de la personne. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille toujours en ayant croisé les gens. Ouais. Mais tu vois, par exemple, tu parles de les gens d'industrie. Il faut le dire qui, initialement, se sont fait connaître sous le nom de Zizi Kaka. Je tiens à dire, la Zizi Kaka Mixtape. Un projet classique sur lequel, oui, j'ai eu l'honneur de rapper. Mais tu vois, jamais, et je suis très heureux que ça existe, et le morceau, il est chaud, et je suis... moi, c'est pour moi improbable que mon pote Chrono, il a un passe-passe avec toi. C'est génial. Mais MC Solar aurait pu se dire, je les connais pas, je vais pas rapper... Enfin... non mais tu vois, c'est assez fou comment tu fais tomber ces barrières-là en fait. Et tu vois, je pense que tu pourrais rapper avec à peu près n'importe qui. Et là, il y a eu une rencontre et donc ce morceau, tu le fais et il est sur ton album. Ouais. C'est pas commun en fait, mine de rien. C'est pas commun. J'ai eu une grande période où, à cause de restes de conflits, je savais pas dire oui à X ou à Y parce qu'on savait pas comment ça allait se terminer avec l'aimable autorisation de X ou d'Y. Et c'était très très difficile. Tu te dis, mais non, mais je suis là, et puis là, vous avez un truc, une embrouille, alors ça va pas se faire. Et il y a eu ça pendant, je vais te dire, pendant des années et des années. Donc on reprend de l'oxygène. Lui, il est super stylé. S'il a envie, super. Lui, il est super stylé. Il a envie, super. Et puis des fois, tu rencontres des gens. Non, c'est bien. Moi, ça me fait vibrer, quoi. Est-ce qu'il y a des collaborations comme ça que tu as ratées et que tu regrettes? Tout ce qui est, je vais dire, 95, 2020. Non, c'est vrai qu'il y a plein d'artistes avec qui tu aurais pu rapper, ça s'est pas fait, ou pas que rapper d'ailleurs, mais ça s'est pas fait. On n'ouvrait même pas le truc, quoi. Et c'est souvent difficile de dire. Alors je disais, j'en fais jamais. Or, je vais pas donner leur nom parce que quand la paix est là, il faut pas remuer. Ça sert à rien de la foutre en l'air. Ouais, ok. Là, justement, tu sais, il y a une
comédie musicale autour de la haine. Et du coup, ils ont ressorti aussi la première BO de la haine, qui est pas la BO de la haine, mais qui est les musiques inspirées du film, sur laquelle toi, t'avais un morceau, comme dans un film, justement, qui est, je pense, un de tes grands morceaux hors album. Ouais. C'est parce qu'il y avait cet album, et puis il y avait quelques excursions que tu te permettais. Est-ce que tu te souviens de ce morceau-là et de comment tu l'as fait, et du statut un peu particulier qu'il a, je trouve, dans ta carrière? Il est un peu plus dur aussi, peut-être, que d'autres morceaux que tu faisais à l'époque. Ouais, il est dur. J'arrivais pour une séance de studio, on me parle du film de la haine, et la personne qui m'en parle, il m'en parle sans savoir ce que... Il m'a dit n'importe quoi quand même. Ah bon? Ah ouais, tous les autres, ils étaient au courant qu'il devait faire une scène en lien avec le film. Ok, là, oui, d'accord. Et moi, le gars, il m'a dit, ouais, ça s'appelle la haine, on a la haine, on a la haine. Et donc, je suis allé dans un coin, j'ai écrit, et ça raconte pas une histoire qui est en lien avec le film, mais si quand même. Moi, ça raconte un fait divers qui avait eu à Marseille. Quelqu'un qui s'était fait, qui avait reçu une balle par des colleurs d'affiches. Et puis, la haine, ce qu'on disait à l'époque, c'était la grande haine, c'est-à-dire les années 40. Et alors, j'ai fait un mix de ces deux choses pour faire un morceau de flow. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent au Canada, en France, et souvent, ce sont des gens qui sont engagés dans les causes sociales, dans les trucs associatifs. Et c'est pas par rapport à tel ou tel morceau, c'est par rapport à celui-là. Chaque fois que je les croise, c'est ça. Bon. Si c'était à refaire, mais ça a été refait, cette fois, j'espère qu'on m'aurait donné une scène, comme ça aurait été cadré. Ouais. Mais j'adore ce morceau, hein, comme dans un film de John Woo, Bratatatat, ou bien Fait du vaudou. Exactement. Ouais, moi, je trouve que c'est un gros morceau aussi où tu montres une autre... facette aussi. Enfin, c'est pas éloigné de ce que tu fais, mais tu sais, qui est un peu plus dur, je trouve. Voilà, un peu plus hardcore quelque part. Hardcore, regard sur le monde. Quand on me donne quelque chose, j'arrive à rassembler différentes expériences que j'ai pu avoir à Roissy-en-Brie ou à la fac de machin, qui vont être mélangées avec le football et mélangées avec les films chinois et ça arrive à faire une matière. Tu parles de cinéma, et je me suis souvenu que tu avais été membre du jury au Festival de Cannes avec Martin Scorsese en président. Ouais, c'était... Ça, c'est incroyable quand même. Comment il est, Martin? Martin. Ah ben Martin, on doit pas parler pendant 10 ans, c'est bon. Extraordinaire, grand fan de cinéma. Quelquefois, quand on se laisse embarquer sur... il dit, attention, il n'y a pas que ça à voir. Bon, bref, il l'oriente pas, mais... Non, super. Francophile, grand défenseur du cinéma mondial. Hein. Il ne pense pas qu'à New York, la France, le festival. C'est clair. Et puis, il a réussi à organiser tous ces... Alors, pourquoi je suis allé là-bas? Parce que moi, j'étais un grand fan de, je sais pas, les films chinois, Raymond Bernard Shaw, puis les westerns, et puis il y a eu le nouveau western, et puis je m'étais rendu compte que dans plein de morceaux, j'avais mis plein de références, et c'est peut-être, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est pour ça qu'on vous a fait les premiers contacts pour vous croiser. Puis arrivé là-bas, je savais pas comment faire, on m'a dit, vous faites comme on doit le faire, c'est-à-dire comme vous le faites, et on est en connexion, on est plusieurs. Et j'ai dit, je peux le faire, puis je suis allé le faire. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à quelquefois écrire, scénariser, à se rendre compte que ça se fait plus, les storytelling, mais il y a l'idée principale, et cette idée-là, elle peut être aussi... Je jure, je me disais, mais punaise, les salauds, ils vont au New York Film Academy et te font des raps en images meilleurs que... Parce que nous, on est là centré, jeu, ego-tripping, et on avance. Et là, il y a le personnage secondaire qui doit être important, là, le patibulaire. J'ai beaucoup appris en regardant plusieurs films par jour, en ayant les retours des différentes personnes et en donnant mon opinion, et ça bouge pas. C'est des expériences super, c'est des stages, c'est des séminaires. Très content d'avoir fait ça. Ah ouais, vraiment, vraiment content. Tu dis que ça ne fait plus les storytelling, toi t'en fais encore. James Brown, c'en est un sur le dernier projet. T'as encore ce truc, effectivement, c'est un exercice de style qui... Oxmo faisait très bien, par exemple. Même Biggie, sur Gimme the Loot, tu parlais de Biggie. Moi, Gimme the Loot, c'est un de mes storytelling préférés, par exemple. Super. Et puis il y en a plein, plein, mais c'est vrai que c'est assez peu fréquent. On en fait de moins en moins. J'en mets toujours un. J'ai fait cinéma pour les aveugles. Exactement. Mais oui, c'est une tournure. Une fois qu'on a fait 4 morceaux,
On se dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de voyager. Et donc, c'est bien les storytelling. Mais là, le travail des gens, des producteurs, ceux qui font le son, c'est de les rendre... bon, s'ils le souhaitent, évidemment, c'est de les rendre, comment on appelle ça ? Comment il disait, le roi Enoch ? De les rendre entertainment. Voilà. Divertissant, divertissant. Pas juste... Ouais. Parce que sinon, ça devient une redite. Le roi Enoch, c'était le roi Enoch. Non, le roi Enoch. Il était sur mon répondeur pendant des années. Et les gens qui m'appelaient, ils me disaient, c'est quoi ça ? Ils ne le connaissaient pas encore. Ils ne le connaissaient pas. Du moins, nous, on était les spécialistes à connaître. Mais quelqu'un qui t'appelle pour te demander, je sais pas, ça peut être la sécurité sociale, ou X ou Y, ou un médecin, ou je sais pas quoi, tu vois, un lambda qui entend une phrase du roi Enoch qui insulte un rappeur canadien. Ouais. Bon, j'ai dû l'enlever quand même. Mais est-ce que, tu sais, c'est marrant parce que le roi Enoch, au début, quand il est arrivé, il y a plein de gens qui prenaient ça un peu, qui comprenaient pas, et qui prenaient ça un peu pour une blague. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'on se rend compte, tu sais, il est cité par plein de rappeurs, d'Al Capote, à Freeze Corleone, à Caballero Jean-Jacques, qu'il est... Les gens l'ont compris. Est-ce que toi, tu l'as compris tout de suite ? Tu as compris là où il allait ? Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui était même proche de rappeurs de Queensbridge, etc. Donc, qui avait vraiment quand même un pied dans la culture. Mais j'ai l'impression qu'au tout début, on le prenait presque uniquement comme... une partie des gens le prenaient presque comme uniquement une blague et un divertissement. Alors que c'était pas que ça, en vrai. Moi, quand j'ai écouté, j'aimais bien certaines de ses paroles, c'est-à-dire les paroles américaines traduites en français, l'arrogance, avec son fils, là, le petit, quand il dit « cours l'acheter », j'adorais comment il faisait ça. Et mon analyse, c'est qu'il a donné aussi un second souffle à beaucoup de Français. Lui, c'était le roi, Al Capote, c'est l'empereur. Ouais. Caballero Jean-Jacques. En fait, c'est un bon style parce que voilà, on peut se lâcher. On n'est pas. C'est une attitude qu'il a donnée à plein de gens, quoi, le roi Enoch. Une attitude. Je suis, I am, et tout ça écrit en majuscule. Ça a libéré plein de gens, parce que sinon on doit être ou hardcore, ou solarien, ou festif. Et là, tu peux être arrogant. Et je te jure, moi, c'est ce que j'aimais chez lui, quoi. Mais toi, t'as jamais été trop arrogant dans ton rap. Un peu de temps en temps, il y a de l'ego trip, mais c'est jamais quelque chose que tu t'es trop autorisé à faire, je trouve. Non, je peux pas. West Africa, c'est respect. non, j'aime. Non, parce que c'est une des. Enfin, s'il y a une musique où les gens s'autorisent à être arrogants, c'est le rap, tu sais, où les gens disent les pires trucs, enfin les pires trucs ou les meilleurs trucs d'ailleurs, parce que des fois c'est cool à entendre, tu sais. Mais toi, tu l'as jamais. T'as eu de l'ego trip, bien sûr, mais ça a jamais été ce qui te caractérise en premier, quoi. C'est cette histoire de groupe. Hein. On a toujours été du moins en groupe avec différents groupes. Et alors, allez, on part des Sage Poets, Léo, XY, Démocrate D, les Rastas. Attends, au milieu de tout ça, t'imagines, il y aurait eu un arrogant, on n'aurait pas pu faire autant d'années ensemble, à apprendre les S1000, à se suivre à droite et à gauche. Ça aurait été mal pris. Même entre nous, quoi. Tu vois, quand t'as un espèce de cercle, pour être arrogant, je pense qu'il faut habiter dans son coin. Hein. Ouais, tu penses qu'il faut être solitaire ? Ah ouais, un petit peu. Alors que nous, il y avait de l'entraide. Quand t'es pas là, c'est toi qui vas enregistrer. Il y a un tel qui amène un disque. Et l'arrogance. Mais des fois, j'ai envie d'en faire, du superbe ego trip oligarchique. Mais je peux pas. Moi, ce que je mets pas dans l'arrogance, c'est que, tu vois, le gars, il est arrogant, et puis après, tu le vois, je raconte quelque part, ou je sais pas où, mais ça se trouve, il te dit qu'il a une Lamborghini, et puis tu le vois à Aldi avec prendre des chipsters. Et c'est ça que j'aime pas dans l'arrogance, c'est qu'on peut te voir pour de vrai, quoi. Voilà. Donc t'aimes pas le mensonge, en fait. Ouais. Mais c'est bien à faire, quand même. Ouais. T'as jamais menti dans tes textes ? Oh si, dès le début, je faisais croire que je faisais 1m98. Comme Jordan. Non, je me rappelle, je parle très peu de moi. Non, je pense pas avoir réellement menti. Okay. Il y a très peu de trucs avec le jeu, le vrai JE personnel, Est-ce que toi, t'arrives encore à suivre tout ce qui se passe dans le rap ? Moi, de temps en temps, quand je pose une question à quelqu'un, je vais aller voir. Je sais pas. Non, c'est impossible. Hein. Oui, c'est impossible. Dans chaque immeuble, il y a beaucoup de rappeurs. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont impressionné dans le rap, dans l'écriture ?
Ou peut-être dans leur manière de rapper. Par exemple, sur Carpe Diem, je sais que tu cites aussi bien Ox, Zox, Kademo. C'est pour le coup des manières très différentes de rapper et d'écrire, mais qui, tous les trois, leur qualité. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont impressionné? Oh là là, je vais te citer encore des gens qui sont d'il y a quelques années. Il y a eu l'arrivée de Nek le Fennec et tout ça. Cette équipe qui était entre old school et futurisme. Ouais, tout à fait. Bon, j'ai eu le Relsan. Et puis là, récemment, oh là là, la question que j'aurais dû travailler. Du moins travailler, c'est-à-dire que qu'est-ce qui m'a impressionné? Ouais, un Toulousain, je me rappelle plus de son nom, par exemple. Ok. Mais je vais le retrouver. Hein. Tu me diras après. Ouais. Oh, bon, il est quand même plus. Il y a qui comme nouveau? Moi, je pense que tu devrais écouter un rappeur qui s'appelle, si tu veux bien, qui s'appelle TH. TH. H. Ouais, et je pense que. Alors ça, c'est le futur. Ouais. T'as écouté ou pas? Pas du tout. Et ben vraiment. Mais si tu le dis, et tu sais qu'il y a quelque chose. Et tu sais, tu crois pas, c'est bien dire, parce qu'en plus, il parle d'IA, de robots dans ses textes, etc. Et il a vraiment une écriture qui est très, très. Qui est pas académique du tout, même dans les flows, etc. Et qui peut être déboussolante quand tu connais pas. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est je vais faire 2 écoutes minimum. Et je suis sûr que ça va être un gant qui va à ma main. J'espère, en tout cas. J'espère. Là, on le disait, enfin, tu le disais plutôt, ça a été une année. Tu m'as dit un peu de fun, où tu as beaucoup tourné, etc. Comment tu vois du coup la suite là? Parce que tu as l'habitude de prendre du temps entre des projets. Ouais. Là justement, je pense que le fait d'avoir divisé ton projet en 3 parties, c'est peut-être aussi un moyen d'être là, d'être présent peut-être un peu plus longtemps et puis de te laisser du temps entre les parties. Comment tu vois les... Eh ben, je vois que tu as quelque chose de juste. Alors, je dis que je vais laisser moins de temps, bien sûr, mais j'ai appris. J'ai appris que... bon, moi, je sais faire les choses dans l'Express, mais j'ai appris que c'est possible d'avoir un projet entier dans l'Express. Donc, je fais... c'est les nouveaux Tao, les nouveaux Kata. Et j'aime bien cette façon de faire. De te bosser dans l'urgence. Tu prends du fun, tu bosses dans l'urgence. C'est après 7 ou 8 albums, je vais avoir une nouvelle technique de lancer. Hop là. Ouais. Je vais travailler vite. En tout cas, de cette manière. Ça s'appelle une opération commando avec embuscade et sabotage. Je vais te poser une dernière question que j'ai posée à LL Cool J hier. J'ai eu la chance de recevoir LL Cool J. Ouais, c'était incroyable. Et tu sais, je lui ai demandé, en plus lui il a été acteur, il est acteur. Est-ce que il aimerait un jour avoir un film sur lui? Parce qu'il y a de plus en plus de films, tu sais, sur les artistes, notamment sur le rap. Et en France, on commence aussi à avoir ça, avec Suprême, notamment, un film et une série. Sûrement d'autres que j'oublie. Il y a des rumeurs sur, évidemment, il y avait un film sur la mafia qu'un fric, etc. Enfin, les gens en parlaient. Est-ce que on pourrait imaginer un jour un film sur Claude MC Solar? Oh, pas tout de suite, hein. Non, pas tout de suite. Mais bon, Suprême, ça est arrivé, par exemple. Enfin, NTM, c'est arrivé, donc... ça veut pas forcément dire que c'est fini. Ça que même si c'est vrai qu'NTM, il y a plus trop de musique, tu as raison. Ouais. Oh, je sais pas, hein. En général, c'est les gens qui pensent à ce genre de choses. Ouais. Moi... Mais tu y as jamais pensé, toi? Oh, bah, j'ai peur d'être figé. Ouais. Tu vois, si tu fais un film, tu deviens une icône figée et t'oses plus sortir un nouveau truc. C'est exactement ce que m'a dit avec Cool J. Pourquoi pas? Après, pourquoi pas? Mais tu vois, ça te fixe quand même dans un statut. À moins que les personnages qui ont cette idée de film arrivent à trouver une façon de faire pour que ce soit actif, quoi. Mais à partir du moment où on t'a mis... oh non, on a les contre-exemples. Vive la France. Orelsan reviendra. Ouais, c'est vrai. Ouais, on a le contre-exemple. C'est vrai. Mais c'est pas un film sur sa vie. C'est un film sur une période particulière, donc c'est pas pareil, c'est vrai. Oh, quand la personne est encore là, je pense qu'il faut pas faire une biographie avec... ou en tout cas... ça se trouve, je vais rencontrer quelqu'un qui va te convaincre. Qui va raconter une histoire tellement... Peut-être Gilles Lelouch, qui a co-réalisé Paradisiaque, le clip. J'ai appris ça récemment. C'est vrai que... Et qui maintenant est un réalisateur à succès. C'est vrai qu'on s'est croisés à un moment donné, juste avant le Covid et pendant. Et... J'aime bien ce mec, hein.
Bah ouais, et puis on travaille parle bien, beaucoup de lui en ce moment. En plus, il y a un bien, film. Moi, je savais pas du tout qu'il était clipper à la base. Ouais. Je savais pas du tout. Et il a fait Paradisiaque notamment et That's My People d'NTM, Ouais, entre exact, autres. ouais. Avec des des beaux clips. films. Et puis l'équipe de prod, ils sont allés dans le cinéma et tout. Ouais. Lançons l'idée ici. Ouais. Un film sur MC Solar réalisé par Gilles Lelouch. Mais tu sais qu'il a déjà parlé de ces choses-là il y a quelque temps. Hein. Je savais pas. Avec ses écrivains, là, ils écrivent à plusieurs, je crois. Ok. Non, mais il y a plein d'idées qui tournent. Alors, quelquefois, on m'en parle et quelquefois, bon, ça se trouve, il y en a qui tournent dans l'espace. Hein. Ouais, bien sûr. Oh là là. Oh non, quand même pas, t'imagines. Bon, en tout cas, j'ai rien à faire, hein, parce qu'il faudra un jeune. Hein. Bon, merci beaucoup en tout cas, Gold. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.